Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs maillons de l'administration agricole sont liquidés, d'autres sont créés, de gros investissements sont prévus pour moderniser les cultures d'exploitation et créer de l'emploi en milieu rural. Ainsi se présentent quelques points saillants des réformes entreprises dans le secteur de l'agriculture. Après 2 ans de marche, que peut-on retenir? L'agriculture béninoise va-t-elle aujourd'hui de mieux en mieux? L'élevage et la pêche ont-ils aussi trouvé des bouts de sauvetage après 2 ans de gestion? La réponse est dans cet entretien que je co-anime avec Didier Bemandafimé. Bonsoir Didier. Bonsoir William Tchoki. Bonsoir Monsieur le ministre. Monsieur le journaliste, bonsoir. Merci. Monsieur le ministre, quels sont les indicateurs qui prouvent que l'agriculture béninoise va mieux après 2 ans de gestion de l'actuel régime? Monsieur le journaliste, mesdames, messieurs les auditeurs, je voudrais vous dire toute ma gratitude pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de la santé de notre agriculture aujourd'hui en pleine mutation. Une agriculture qui se porte de mieux en mieux sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Le secteur agricole est un secteur vital et l'économie de notre pays est basée là-dessus. Beaucoup de Béninois sont concernés par l'agriculture. Et en réalité, chacun de nous, chaque jour que Dieu fait, doit pouvoir faire le V productif. Fort de ça, il est intéressant aujourd'hui, comme vous le voyez, de parler un peu du chemin parcouru 2 ans durant, mais de ne pas parler d'agriculture, mais de dire comment nous avons pratiqué l'agriculture. Ce que je vais m'évertuer à faire avec vous tout au long de cette émission. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture béninoise va mieux? L'agriculture béninoise va mieux et chaque jour que Dieu fait, les réformes, les réorganisations, les nouveaux engagements que nous prenons et la manière dont les acteurs sont au travail dénotent d'une santé meilleure. En réalité, le programme d'action du gouvernement a prévu un certain nombre d'actions, un certain nombre d'activités organisées par piliers. Le secteur agricole, donc, est au cœur de l'axe 4 du programme d'action du gouvernement qui parle de la croissance économique. Okay. Et à son pilier 3 qui adresse l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est bel et bien ce secteur agricole qui apporte l'énergie vitale pour le développement de notre économie. Je ne vous parlerai plus du poids de l'agriculture dans notre économie. Vous savez très bien que notre économie est basée sur l'agriculture. Beaucoup de régimes l'ont professé. Mais au jour d'aujourd'hui, on va où? On fait les choses comment? Quelle est la vision que nous avons dans ce secteur? Justement, c'est quoi cette vision, monsieur le ministre? Nous voulons donc faire du secteur agricole le principal levier du développement de notre économie. Fort de ça, le président Patrice Talon, depuis son programme de gouvernement, est mué en programme d'action pour le développement de notre pays, en programme d'action du gouvernement, a choisi de faire des investissements lourds, des investissements structurants dans notre agriculture. Et pour y parvenir, l'axe principal que nous avons eu à choisir, c'est la promotion, le renforcement, le développement des filières agricoles. Nous ne saurions faire tout à la fois et tous les sols, tous les écosystèmes ne sont pas aptes pour les mêmes choses au même moment. Ça a été nécessaire de faire donc une réorganisation de ce secteur et de donner le pouvoir aux régions qui sont les plus adaptées à telle ou telle filière de connaître son épanouissement et d'y investir profondément. C'est une approche totalement nouvelle. Fort de ça, on a ciblé des filières prioritaires, des filières phares. Le premier groupe de filières phares, c'est les filières à haute valeur ajoutée. Je vais vous parler de l'ananas, de l'anacarde et du maraîchage. Puis nous avons les filières conventionnelles
qui porte sur la sécurité alimentaire et même nutritionnelle de notre population, qu'il faut davantage renforcer pour réduire les importations alimentaires au niveau de notre pays. Il s'agit bien sûr du maïs, il s'agit bien sûr du riz, il s'agit du manioc, et comme autre filière émergente, le soja. Mais de grâce, le riz, le maïs, tout ça c'est bien. Mais les protéines animales et halieutiques, il faut pouvoir les produire. Donc nous avons aussi des filières aquacoles, l'aquaculture continentale, pour booster un peu le niveau de couverture des protéines animales. Et puis au niveau des filières animales, nous avons le lait, la viande et les œufs de table. Alors Monsieur le ministre, j'aurais voulu d'abord qu'on se concentre sur l'agriculture de façon concrète. Qu'est-ce qui est fait en 2 ans de gestion? L'agriculture, et curieusement, quand vous en parlez, il ne s'agit pas que de production végétale. Il s'agit de production animale, de production halieutique, de l'économie forestière. C'est tout cet ensemble qui constitue l'agriculture. Mais, au niveau de l'État, pour accompagner les producteurs à réaliser vraiment des prouesses, il faut réorganiser la manière dont nous faisons l'accompagnement. Ça a été nécessaire de scinder les missions de contrôle, les missions régaliennes de l'État de celles d'accompagnement. D'où la nécessité de nous réorganiser en direction départementale de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche pour adresser les questions de corps de contrôle. Et en agence, en pôle de développement agricole basé sur l'approche territoire et l'approche filière. Et pour administrer ces pôles de développement au nombre de 7, nous avons créé des agences territoriales de développement gérées de façon autonome avec des administrateurs qualifiés. La deuxième chose importante qui a été faite, c'est que nous avons essayé de faire des études de faisabilité sur toutes les filières phares que nous projetons donc de financer pour leur développement, pour d'abord connaître l'état des lieux, les acteurs qui s'y adonnent, le niveau des besoins qu'il faut, les besoins couverts et le gap à couvrir, et à quel rythme il faut le faire. Puis enfin, étant donné que ces programmes nationaux de développement de telle ou telle filière prennent progressivement corps, il y a déjà des projets et programmes qui travaillent sur des problématiques avec des approches variées. Nous les avons arrimés au programme d'action du gouvernement, de sorte que lorsque vous rentrez dans un pôle de développement, tous les projets et programmes qui travaillent sur telle ou telle spéculation sont mis en synergie et les ressources adressées de façon harmonieuse aux différents bénéficiaires pour, premièrement, avoir de l'efficience dans l'action que nous menons et de l'efficacité pour avoir des résultats. De façon donc pratique, sur chacune des principales cultures de notre pays, je pourrais vous dire exactement ce que nous avons fait. Mais voilà le cas dans lequel nous travaillons. Et nous avons eu des contacts assez fluides avec nos partenaires techniques et financiers, avec les acteurs, les familles de producteurs, filière par filière. Et aujourd'hui, il y a une bonne collaboration, une bonne entente entre l'État et ceux qui sont chargés de produire. L'État ne produit pas, mais l'État favorise la production, facilite la production, aide les acteurs à se sentir de mieux en mieux dans leur rôle pour pouvoir donner les résultats attendus. Monsieur le ministre, l'un des secteurs touchés par cette réforme, c'est l'or blanc, le coton. Comment il se porte aujourd'hui et comment expliquer le désengagement de l'État de ce secteur et qu'est-ce que l'État y gagne concrètement? Le coton est une culture locomotive. Tous ceux qui travaillent dans la filière coton ont bénéficié d'encadrements techniques rapprochés, des innovations technologiques et reflètent leur comportement vertueux sur le coton, sur les autres spéculations. C'est la première des choses. Mais remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voulez dire quoi concrètement? La filière coton a battu de l'aile dans notre pays. Je vous le dis, toute modestie gardée. L'histoire est têtue. Mais à l'avènement du régime de la rupture,
où les acteurs clés devant animer la filière avaient perdu tout pouvoir, le mérite de ce régime, c'est de réhabiliter l'interprofession cotonnière, de le remettre dans ses rôles, le confirmer dans ses attributs. L'AIC est revenu, réorganisé. La filière a repris. 2014-2015, nous étions à 266 000 tonnes. C'est ce dont on a hérité. Un an seulement après l'animation de cette filière par les acteurs vraiment concernés, nous sommes passés à 451 000 tonnes. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les compteurs au niveau des unités de dégrenage de coton affichent déjà 520 000 tonnes de coton réceptionnées et grainées ou en stationnement, sur une prévision de 550 000 tonnes au moins cette année. Voyez bien la progression. Et les économistes disent simplement que à partir de 200 000 tonnes, oui, chaque 50 000 tonnes que l'État produit permet de gagner un point de taux de croissance calculé. Ça veut dire que pour la filière coton seule, nous pouvons franchement impacter le taux de croissance de notre pays, ce qui va entre autres, faciliter la capacité d'endettement pour mieux financer l'agriculture. Il ne s'agit pas que de coton seul, je vous le dirai. Cette progression, nous l'avons réalisée simplement par le respect du rôle de chaque acteur. Les fournisseurs d'intrants ont mis les intrants en place à bonne date. Les producteurs les ont reçus. Les intrants sont de qualité, point barre. Les intrants sont de qualité. Et qu'est-ce qui prouve que ce sont des intrants de qualité, Les intrants sont de qualité. Nous n'avons reçu aucun problème sur les traitements phytosanitaires. Peut-être que la nature a été clémente la campagne passée et elle a été clémente il y a 2 ans. La pression parasitaire a été contenue. Les rendements ont commencé par évoluer. Mieux, l'accompagnement du paysan a été plus rapproché, avec un recrutement de plus de 600 jeunes béninois investis dans les zones cotonnières pour faire l'accompagnement. Ce qui est aussi symbolique, c'est que le prix à l'international aussi a monté et l'embellie sur le prix a mené ce. Mais le point le plus important, c'est que les producteurs ont repris confiance en eux-mêmes parce qu'ils ont confiance en l'homme qui dirige le pays actuellement. Donc, monsieur le ministre, le gouvernement fait bien de sortir un peu du coton. Le gouvernement est sorti du coton. Les acteurs eux-mêmes ont pris en charge cette filière aujourd'hui, la première qui a conduit cette progression, c'est prise en charge et s'administre. On apporte simplement l'accompagnement. Il n'y a même plus de subventions à faire ici et là. Une fois les rendements améliorés, les gens sont solvables et sont capables de rembourser les crédits mis en place. Mieux, dans le temps où les facteurs de production n'étaient pas suffisants et les paysans trichaient avec l'engrais coton pour aller traiter le maïs, l'interprofession a mis en place un mécanisme qui permet aux cotonculteurs de bénéficier en même temps d'engrais spécifiques au maïs pour fumer son champ de maïs et avoir cet engrais-là à crédit. C'est un boom. De sorte qu'aujourd'hui, les zones cotonnières sont encore les zones maïsicoles d'excellence. Mais parfois, les gens utilisent les mêmes intrants pour le coton et le maïs et les conséquences, on le sait, monsieur le ministre. Non, au jour d'aujourd'hui, c'est clair. L'engrais coton est dans un emballage bien précis avec une formule précise. L'engrais maïs est d'une autre formule. Et nous avons mis beaucoup d'énergie et de ressources pour expliquer aux paysans qu'il ne faut pas distraire les deux types d'intrants. Ils sont spécifiques et n'ont pas besoin des mêmes éléments à exporter du sol. Okay. C'est conçu comme ça. Et on leur donne la facilité de pouvoir prendre encore cet engrais maïs à crédit. Il n'y a aucun souci. Pour le moment, ça marche très bien. Et nous avons aussi pu amener cette facilité-là aussi dans la zone non cotonnière pour que ceux des régions de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Mono et peut-être de l'Ouémé qui font de petites superficies de maïs puissent également profiter de cette opportunité d'avoir des engrais spécifiques. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons un effort de mettre en valeur les formules d'engrais pour chaque culture, que ce soit le riz, que ce soit le maïs, que ce soit l'ananas, ou que ce soit les maraîchages. Et un seul engrais ne peut pas passer partout.
Mais il y a quand même un problème, monsieur le ministre, quand on parle de coton, il y a un problème de productivité. Mais aujourd'hui, on parle de production. Comment faire pour qu'on parle de productivité en matière de filière coton? Regardez bien les statistiques. Il y a 3 ans, 4 ans, nous étions autour de 900 kilos à l'hectare. 850, 900 kilos à l'hectare. Lorsque nous avons produit 450 000 tonnes avec à peu près 400 000 hectares plantés, c'est que nous sommes déjà au-dessus de 1 tonne. Et si aujourd'hui nous avons fait à peu près 400, 500 000 tonnes et que nous avons en prévision 550 000 tonnes au moins, c'est que nous sommes au moins vers 1 tonne 5, 1 tonne 1, 1 tonne 2. Nous avons mis en place un dispositif qui permet de faire un encadrement rapproché, un appui rapproché à un groupe donné de paysans sur environ 65 000 hectares. Et là, en moyenne, ils ont obtenu 1 tonne 5. L'année qui vient, on s'efforce d'aller jusqu'à 200 000 hectares avec un encadrement rapproché, respect des itinéraires techniques pour permettre à chacun de ces paysans-là de nous faire les 2 tonnes hectares. Si nous arrivons, et on y arrive. Vous voulez dire qu'on va plus dire aux producteurs emblavés de vastes espaces. Progressivement. Sur un petit espace, on peut sortir de grandes quantités. Progressivement. Oui. En développant aussi les autres filières, nous arriverons à dégager certaines régions qui ne sont pas propices à la culture coton pour qu'ils s'occupent d'autres filières porteuses. Et les régions propices à la culture cotonnière, on y pratiquera la culture cotonnière comme du jardinage, un entretien constant pour au moins se tabler le minimum de 1 tonne 5, 1 tonne 6 d'ici 2-3 ans. Et à partir de cet instant, il y a quand même beaucoup de producteurs les plus évolués qui nous font déjà les 3 tonnes à l'hectare pour les mêmes variétés et dans les mêmes agrosystèmes. Alors, j'ai une question à vous poser. Quand on mène la culture du coton sur une même terre pendant une longue durée, est-ce qu'il n'y a pas de problème sur cette terre? Nous ne faisons pas de la monoculture cotonnière. Et les producteurs eux-mêmes sont très conscients. Tout l'engrais, tout l'entretien qu'on fait, l'enfouissement même des résidus de récolte que l'on fait sur les parcelles cotonnières, les prédispose à cracher lorsqu'on met les céréales à la suite. Donc il y a une rotation des cultures dans les blocs cotonniers et qui assure vraiment la sécurité au niveau de la fertilité des sols et la conservation. Mieux. Mais qui dit, dans les conditions qui dit actuelles, production, dit dégradation des écosystèmes. Dans les conditions actuelles, et justement, j'en venais là, nous avons mis en place un nouveau programme qui permet, premièrement, d'assurer un retour des matières végétales restantes. Je le dis ça en termes terre à terre pour que beaucoup de producteurs, beaucoup de paysans me comprennent. Le retour des résidus de récolte à la terre. On ne brûle plus, on broie, on gyrobroie et on laboure. Nous faisons une politique de meilleure couverture du sol pour éviter que le sol soit exposé à l'érosion hydrique et à l'érosion éolienne. Puis, nous faisons maintenant un programme de labour minimum du terrain avec des coudriers pour juste tracer la ligne de plantation, régler la question de l'enherbement qu'il y a et semer le long. Ce faisant, nous respectons beaucoup la structure du sol que nous conservons pour une bonne durée. Il y a ce programme qui est déjà en œuvre depuis 2 ans, qui va maintenant générer un programme national. Nous avons 5 sites expérimentaux et 5 gros villages dans lesquels les paysans eux-mêmes ont produit. Ça constitue des parcelles vitrines et cette technologie de transition agricole en zone cotonnière se généralise de plus en plus aujourd'hui. Dans tous les cas, nos producteurs savent qu'après la récolte du maïs, il ne faut pas faucher le maïs, il faut laisser les bœufs venir brouter, faire de package et laisser des résidus dessus. Lorsqu'on finit de récolter le coton, ils laissent les bœufs brouter puisque les dernières feuilles n'ont pas reçu de traitement phytosanitaire et sont des feuilles saines. Les bœufs broutent, puis après, ils fauchent, ils arrivent à retourner ça à la terre. Et c'est ça qui assure cette approche de conservation
de la fertilité de nos sols. Alors, si vous permettez, on dit rapidement à la régie pour suivre comment cet élément qui présente un peu ce qui est fait dans le domaine du coton, comment est-ce que les producteurs sont quand même contents aujourd'hui par rapport aux réformes entreprises dans ce secteur. On suit le reportage et puis on revient en plateau. C'est du bonheur procuré par le coton. Des cotonculteurs qui savourent le fruit de leurs efforts de la campagne 2017-2018. Plus de 700 millions distribués à Banikwara par les responsables de l'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton, le 20 décembre 2017. L'opération s'est étendue dans les autres communes, notamment à Kandi, Kérou, Sinandé et Malanville. Quand nous promettons, nous le faisons. Et comme le maire l'a dit tout à l'heure, quand vous vendez votre coton, vous aurez vos sous. Les aiguilleurs nous accompagnent et nous devons pouvoir jouer cette partition de façon franche et totale. Ce qui reste à vous dire, c'est que vous devez être les porte-parole auprès donc des autres producteurs qui attendent donc de livrer leur coton. Dès lors qu'ils livrent leur coton, les paiements vont suivre automatiquement. Les aiguilleurs nous accompagneront pour que nous ne manquions pas donc d'être avec vous toutes les décades pour honorer donc le paiement donc des fonds coton. L'AIC honore à temps ses engagements, une motivation supplémentaire pour ses producteurs de coton. La moisson pour la campagne 2017-2018 a été consistante au niveau des usines d'égrenage. Le cumul à ce jour fait 105 638, alors que l'année dernière, à la même date, il a été réceptionné des usines 32 502 tonnes. Et c'est pour récompenser précisément, pour pouvoir montrer que nous sommes contents de cette réaction des producteurs, que nous avons décidé donc de payer avant la fin de l'année, de récompenser, de payer donc tous ceux qui ont sorti leur coton. Toute une batterie de mesures prises en 2017 pour une campagne cotonnière réussie. 5000 km de pistes rurales et communales sont réfectionnées pour faciliter l'évacuation du coton des champs vers les usines. Et ce préalable qui n'échappe guère à l'AIC. 200 000 tonnes d'intrants sont réceptionnées au port et convoyées à temps vers les producteurs. Nous avons eu à organiser un appel d'offres courant janvier 2017. Et cet appel d'offres a été emporté par la société Sodeco et elle a la charge de mettre à la disposition des producteurs depuis l'importation jusqu'au niveau du champ la totalité des intrants qui sont consommés. NPK, SB, coton qui est de 117 000 tonnes. Nous avons engrais NPK, SB, mais cette fois-ci avec une particularité du zinc qui donne la composition complète pour les vivriers qui est de 28 000 tonnes. Et nous attendons le navire qui est en rade, qui comporte l'urée et qui doit être avec normalement 57 000 tonnes, mais qui a aujourd'hui 42 000 tonnes à bord. Une campagne cotonnière 2017-2018 record, sans la moindre polémique. Mais à côté de cette filière phare, d'autres sont également porteuses d'espoir, notamment le riz, le karité et l'anacarde. Le secteur agricole inscrit au rang des priorités du PAG est dans une révolution continue marquée par des réformes. Le dernier intervient en février 2017 avec la création des agences territoriales de développement agricole. Avec nous, certainement, vous êtes content ou du moins vous avez des choses à nous dire par rapport à l'élément? Deux préoccupations simplement pour boucler la question cotonnière. Premièrement, les paiements décadaires sont réglés régulièrement. Ok. Ce qui rassure le paysan et le sort du doute. La deuxième chose, les régions sont désenclavées. Les gens arrivent à avoir un accès facile pour écouler tous les autres produits. Ce n'est pas que le coton. Et cette approche de désenclavement, nous l'abordons pas seulement en zone cotonnière, mais aussi dans les zones d'anacarde, dans les zones d'ananas et de maïs. Et justement, parlant de ces produits de spéculation, anacarde, ananas, on a tout le temps parlé de coton. Ces produits deviennent quoi concrètement? C'est quoi ce qui a été fait en 2 ans pour ces produits? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Il y a des choses qui donnent de la valeur ajoutée à ces produits d'exploitation aussi? Le cajou est le 3e pilier
de la croissance agricole, de la croissance de notre économie après le porc et le coton. Et pour cause. Notre pays produit entre 110 et 120 000 tonnes de noix de cajou. Mais nous en exportons à peu près 130 140 000 tonnes. Okay. Vous comprenez la suite. Le programme d'action du gouvernement a prévu d'aller jusqu'à 300 000 tonnes. On fait comment? Il faut produire. D'abord, pour produire, il faut deux choses. Les vieilles plantations existantes sont à un niveau de productivité faible. À peu près 300-350 kg par hectare. Alors que le même matériel pris ici, placé au Ghana, donne au moins 800-850 kg à l'hectare. Ça veut dire qu'il y a un problème d'agrotechnie chez nous, de densité, de nombre de plants à l'hectare qu'il faut régler. Si nous mettons l'approche de faire les éclaircies dans les vieilles plantations et permettre à chaque plant d'avoir l'ensoleillement nécessaire pour fleurir tout autour, tout le feuillage, nous pouvons passer du simple au double en matière de rendement sur 2 ans. Nous nous employons. Les organisations, les ONG internationales, les partenaires techniques, allemandes, belges et autres qui nous aident dans les zones de plantation de cajou s'emploient. Aujourd'hui, nous avons déjà fait des éclaircies dans plus de 200 à 500 hectares sur 200 à 500 hectares. Et là, les rendements sont passés du simple au double. L'approche là, connue, les paysans s'y mettent. 2. Nous avons identifié 557 plants élites avec les forestiers et autres qui ont une présentation meilleure avec les rendements par pied élevés. Un plant donne jusqu'à 50-60 kilos. Si c'est le cas, on prélève les greffons sur ces plants et on fait le greffage au niveau des pépinières. L'État béninois, à travers les divers projets et programmes, a favorisé l'installation d'une quarantaine de pépiniéristes dans notre pays, à qui on a renforcé les capacités de production en matière de maîtrise de l'eau, en matière de facteurs de production pour pouvoir proposer des plants, et aussi un package de technologies de certification de ces plants pour que les plants greffés soient réellement aux normes et mis en végétation. Depuis 2 ans, nous avons quand même placé un nombre appréciable et couvert des milliers d'hectares déjà. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de quoi couvrir au moins 7 à 8 000 hectares de plantations en plants greffés. Ces plants greffés ont l'avantage tout de suite, en 2 ans, 3 ans, de commencer par produire. Et nous mettons au plus 100 plants à l'hectare selon les écartements de 10 sur 10 ou de 10 sur 12 jusqu'à 90 plants. Ça suffit. Et désormais, nous raisonnons par la productivité par plan. Ce faisant, avec les conditions climatiques cette année, nous nous attendons à 132 000 tonnes. Pour l'année prochaine, monsieur? Pour cette année, la campagne que nous sommes en train donc, de boucler, on a 132 000 tonnes. Si nous ne trichons pas avec la réalité, c'est-à-dire en faisant couler le produit par ailleurs. L'État a pris les dispositions au niveau du ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, au niveau du ministère des Finances, pour que les frontières quand même soient au moins mieux suivies et que notre production ne sorte pas du territoire. Pour cette raison et dans ces conditions, nous arriverons à améliorer rapidement et progressivement la production domestique. Mais produire du cajou ne suffit pas. Il faut pouvoir transformer le cajou pour faire travailler beaucoup de Béninoises et de Béninois. Tenez, pour une modeste usine de capacité de 2 000 à 3 000 tonnes, on utilise 220 à 250 femmes. Tenant compte du taux de polygamie dans notre pays, c'est au moins 150 ménages qui sont comme ça impactés. Est-ce que ce n'est pas bon? La capacité installée aujourd'hui est de 32 000 tonnes. Active, nous avons à peu près 17 000 tonnes. La grosse société qui a pu installer 25 000 tonnes n'utilise d'abord que 10 000 tonnes et avec la disponibilité, la nécessité du produit, et pourra progressivement ouvrir à ces 25 000 tonnes. Nous avons des contrats avec des opérateurs béninois et des partenaires techniques financiers pour installer une dizaine d'unités d'ici 2 ans, de capacité moyenne 2 000 à 3 000 tonnes.
éparpillés dans la zone de cajou. Production. L'objectif que nous visons, c'est d'aller au moins à la transformation de 50% de cette production. Aujourd'hui, c'est combien sont transformés sur place aujourd'hui? Nous sommes autour de 17%. Okay. Pour faire ce chemin, il faut réfléchir. L'approche trouvée, c'est que, à côté des grosses unités de transformation, il faut mettre en place des unités satellites, de petites fabriques de décortiquage de la noix, à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle d'une coopérative, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un exploitant, qui peut décortiquer 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, et transporter cette amande fraîche-là à l'usine pour être payé à un prix plus élevé. Monsieur le ministre, l'acajou, c'est une culture d'exportation. Mais quelle est la place que notre acajou occupe sur le plan international aujourd'hui? Sur le plan international, nous avons eu la chance d'avoir bénéficié d'un encadrement serré. Le cajou béninois a été planté simplement pour des raisons anti-érosives, mais après, lorsque nous avons commencé par utiliser les graines, on a eu une approche de traitement de la noix qui est différente de ce que les autres font. De sorte que notre noix, avec la technologie de collecte, de séchage et de triage, présente une qualité organoleptique meilleure. Traitée de n'importe quelle façon, la noix est encore claire, luisante et succulente. Les Indiens l'aiment, les Vietnamiens l'adorent. Et même les Béninois? Les Béninois, ils méconnaissent même. Les Béninois méconnaissent cette merveille. Un peu comme ils ont méconnu l'ananas aujourd'hui. Justement, parlant d'ananas, on a dit qu'à l'extérieur, le pain de sucre est prisé par les Européens. On en fait quoi à ce niveau? Le pain de sucre, ouais. Le label Bénin. Voilà. Même vert, il est mûr. C'est comme ça, il est. En fait, c'est un matériel spécifique. Non pas parce que la variété est unique au Bénin, mais Dieu nous a dotés d'une chance impossible. Le terroir du plateau d'Alada a des qualités de sol qui lui permettent de donner de la saveur à ce fruit. Les gens peuvent produire du pain de sucre et ils n'égaleront jamais la qualité du pain de sucre béninois. Est-ce que le plateau d'Alada n'est pas réduit? C'est justement ça la question. On doit la gestion foncière, la gestion foncière, voilà, oui. L'urbanisation galopante, les aires qui répondent le mieux à la culture cotonnière, ce sont... Au départ, c'est Calavi qui était la première commune productrice d'ananas. Mais avec l'urbanisation, quand Calavi a perdu, fini, ouais. Et c'est aujourd'hui Zère qui prend le lead. Ouais. Tout ce plateau d'Alada, nous devons revoir un peu les schémas directeurs d'exploitation pour pouvoir définir les zones urbaines et les zones agricoles. Vous voulez dire que rien n'est encore fait pour le moment? C'est fait et il faut pouvoir le respecter. Nous avons déjà le schéma d'urbanisation d'Alada, nous avons le schéma d'Alada, de Zère, nous avons le schéma de Tonfort. Et les zones agricoles doivent maintenant être protégées pour que l'on cesse de faire des lotissements sauvages dans ces régions-là et permettre vraiment d'utiliser ce potentiel. Bref, revenons à l'ananas. Nous produisons pour le moment 300 000 tonnes à peu près. Ouais. Et nous ambitionnons d'aller à 600 000 tonnes. Pour quelle filière? Pour quelle chaîne de valeur ajoutée plutôt? Le plus gros preneur d'ananas chez nous, c'est le Nigeria. Mais comment l'ananas du Bénin va au Nigeria? Avec des bâchers, mal transportés. Vous dépendez à la frontière, si on arrête votre cargaison pendant 2 jours, on commence par pourrir, on baisse le prix et ça y est. L'État béninois, c'est une denrée périssable. L'État béninois a décidé, d'abord à travers un programme déjà mis en œuvre, de mettre en place des infrastructures marchandes le long de la frontière. Et nous avons décidé d'aller construire à l'intérieur du Nigeria, et l'État nigérien est d'accord de mettre en place des unités, des infrastructures qui captent ce produit et le mettent dans les conditions meilleures pour lui donner quelques jours afin de faire des transactions plus rentables aux producteurs. La deuxième chose, c'est les pays du Sahel. Et l'ananas est transporté d'abord par les camions qui viennent charger du gasoil, du pétrole ici, mais aussi par de petits engins de 4 tonnes, de 5 tonnes qui transportent vers le Sahel. Puis nous avons la transformation domestique en jus conventionnel ou en jus bio.
Et c'est des niches, c'est des marchés américains, européens qui ont vraiment maîtrisé cette niche-là. En fait, nous avons l'exportation vers l'Union européenne, où justement, sur le marché de Rungis, en Allemagne, en Belgique, cet ananas commence de suite un peu à gagner donc, de sa place. Mais c'est la filière qui donne plus de réponses positives en termes de rémunération aux paysans. Pour y arriver, pour adresser ces filières, c'est différentes formes d'ananas qui sont produites. À ce niveau, l'un des facteurs limitants pour pouvoir mieux adresser ces filières, c'est le matériel de plantation, les rejets. Pour ceci, nous avons mis en place un mécanisme innovant. Premièrement, les chercheurs ont identifié tous les morphotypes, ils les ont décrits. Et lorsque vous rentrez dans un champ qui est maintenant en floraison ou en production, on sait quelle variété est ici, quelle variété est là. Avec un certain nombre d'étiquettes, de ficelles de différentes couleurs, on identifie les variétés, on laisse la récolte passer et on prend par couleur d'étiquettes les rejets qui sont issus de là pour mettre en plantation. À ce moment-là, nous avons des plantations homogènes. De sorte que lorsque vous allez pour faire un tri au niveau d'un champ destiné à l'exploitation de l'Union européenne, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 80% d'écart. Mais avec cette technologie depuis 2 ans, nous sommes déjà à 40%, 60% de fruits bons pour le champ. Et nous progressons pour aller à 80-90% de fruits aux normes pour cette exploitation. Ça réduit les pertes au champ. 2. Pour les gros fruits qui vont au Nigeria ou bien dans les unités de traitement, il y a une agrotechnique qui doit l'accompagner pour que les fruits soient bien remplis, charnus et pleins de jus. Il y a une approche. Il y a les intrants spécifiques à apporter. Il y a, par exemple, la couverture du sol avec des bâches plastiques qui nous permettent de réduire la pression de l'enherbement et aussi de la maîtrise de l'eau au niveau de ces plants-là pour que le cycle de 17-18 mois soit réduit à 12 mois. Okay. Toutes ces technologies sont mises en place aujourd'hui pour booster la production domestique d'ananas, filière, chaîne de valeur par chaîne de valeur, et pour assurer une transformation. Nous mettons en place maintenant un mécanisme qui incite d'autres producteurs, d'autres opérateurs économiques à mettre en place des unités de transformation au niveau de Tori, au niveau des airs, pourquoi pas au niveau de Tofor, les autres bassins de production, afin de mieux gérer, de mieux drainer ce flux, afin d'assurer une transformation domestique. Mais ce qui a demandé à l'industriel comme de façon artisanale, le jus est produit, et les Béninois l'ignorent. Il faut consommer le jus béninois. Et justement, que fait l'État pour inciter les Béninois à consommer local? De toutes les façons, l'État ne va pas régenter, l'État ne va pas décréter. Est-ce que nous nous aimons? Mais quel appui vous apportez à ceux qui sont dans ce secteur-là pour qu'ils fassent connaître davantage le produit? D'abord, un accompagnement essentiel de la qualité de produits. C'est le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments qui aujourd'hui a été certifié pour pouvoir donner des résultats par rapport à l'ananas que l'Union européenne ne conteste plus. C'est des approches pour mieux placer le produit dans tout notre environnement. Et les jus et autres qui sont fabriqués sont analysés et certifiés par ce laboratoire. Ça, c'est un. 2. Quand même, nous faisons beaucoup d'ateliers. Nous faisons des réceptions. Les cocktails, c'est tout le temps les boissons de l'extérieur. Pourquoi on n'a même pas l'ananas béninois, le jus d'ananas? Je ne vous demande pas de décréter, mais faites aimer le produit national par les Béninois. Est-ce que déjà au niveau du ministère de l'Agriculture, déjà les cocktails, c'est les produits ici au Bénin? Au ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche, tout le monde sait que si vous voulez organiser que le ministre doit venir suivre, il ne veut pas voir des produits importés. Je n'ai rien contre. Informez aussi vos autres collègues qu'ils fassent comme vous aussi. Ça devient un réflexe déjà à notre niveau. Mais le problème n'est pas là. Je voudrais simplement que dans les réunions de nos marchés, on trouve au moins 15%, 20% de produits made in Bénin. Nous sommes dans une économie ouverte, mais je tiens à ce qu'on ait 20%, 30%, peut-être 40% de produits made in Bénin. Monsieur le maire, vous avez parlé de
de l'ananas, pain de sucre, vous avez oublié l'autre ananas, le cayenne. Est-ce qu'il est négligé? La cayenne lisse n'est pas négligée et justement, dans les chaînes de valeur, nous avons l'ananas séché. Et c'est à partir de cayenne lisse que l'on fait l'ananas séché. 2, la cayenne lisse est un fruit suffisamment délicieux et même diététique. Beaucoup de diabétiques prennent l'ananas cayenne lisse. Et lorsque vous voulez faire aussi un cuit d'amaigrissement, je vous demande simplement de prendre le cœur de l'ananas cayenne lisse. Au bout de 2-3 mois, vous verrez comment vous allez vraiment retrouver votre forme normale. La cayenne lisse est consommée et produite, et c'est même ça qui faisait le problème de l'exportation. À propos, c'était à propos de cayenne lisse que nous voulons avoir en chair jaune, comme les Sud-Américains, que nous avons commencé par faire des traitements anormaux de téflon ici, et nous avons été obligés de faire l'autosuspension vers l'exportation de l'ananas vers l'Europe pour nous conformer aux normes. C'est ici le lieu de remercier COLEACP et les autres acteurs de la filière qui nous ont aidés à régler les problèmes d'itinéraire technique sur le traitement de fruits de l'ananas et aujourd'hui retrouver la place qu'il nous faut sur le marché européen. Mais je dois tirer un chapeau aux acteurs béninois qui ont compris le danger que si nous n'avons pas des comportements vertueux, si nous ne suivons pas les itinéraires techniques pour cette spéculation, nous risquons de perdre notre place sur le marché international. Et l'ananas prend de l'ampleur chez nous. Alors, Monsieur le ministre, on va parler maintenant des produits vivrières. Vous avez parlé de long à large des produits d'exportation. Mais que deviennent aujourd'hui les spéculations vivrières, voilà. Les spéculations vivrières. À l'entame de notre causerie, je vous avais dit qu'à côté des spéculations, la culture à haute valeur ajoutée, nous avons les spéculations conventionnelles dressées à la sécurité alimentaire de nos populations. Évidemment, c'est les spéculations qui font la base de notre alimentation. La toute première que je prends, c'est le manioc. Mais le manioc, vous voyez, nous produisons du manioc pour le manger bouilli, pour le manger avec un peu de sauce un peu pilée. Nous faisons le gari national qui a conquis de l'espace dans notre région, le tapioca, le lafou, la farine panifiable et tout. Au jour d'aujourd'hui, avant que je n'oublie, il ne faut pas que je l'oublie, GMB a été repris par un consortium américain qui nous a rapprochés et doit désormais incorporer 5 à 7% de farine panifiable de manioc au blé pour faire le pain au Bénin. Ce n'est que ce que nous demandons. Vous voulez dire que désormais, on va plus fabriquer le pain avec la farine venant de l'extérieur. Avec du blé, mais aussi du manioc fait au Bénin. Mais ça n'a pas encore démarré? Ça a démarré. Déjà. Et le pain que vous mangez, il y a déjà du manioc. Ce n'est que justice, mon frère. Ce n'est que justice. Pour la simple raison que, au moment où le Nigeria a connu une crise de production de manioc, ils ont décidé de mettre en place un dispositif de traitement de manioc même à bord champ et d'incorporer 10 à 15% de cette farine-là au pain. Tous les pains du Nigeria que vous mangez sont à 15% au moins de farine de manioc. Bref, revenons à notre plantation ici. Le manioc a couvert tout l'espace du Bénin jusqu'à des zones inattendues, même à Banikwara, à Kandi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons maintenant du matériel de plantation de très bonne qualité qui résiste à la mosaïque, à la bactériose, à l'anthracnose et les petites maladies virales. Nous avons mis en place un dispositif de production, de multiplication de plants qui sont disséminés. Les rendements de 7 ou 8 tonnes qu'on avait sont montés au moins à 15-17 tonnes. Et lorsque vous pratiquez convenablement le labour, vous allez à 20-25 tonnes à l'hectare. Au-delà de l'amélioration de nos capacités technologiques à transformer pour les filières que nous développons aujourd'hui, il y a un programme de traitement industriel de manioc pour d'abord faire de l'alcool, pour faire du biocarburant, pour avoir les résidus et faire du biogaz,
faire produire de l'aliment de bétail. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait par les Béninois. Il y a 2 unités qui sont en train de s'installer maintenant. Capacité 50 000 tonnes. 2 opérateurs chinois qui commencent par s'installer dans la zone. Nous sommes en train de nous entendre sur la zone de Bante, Chaoru, où ils peuvent tout de suite avoir du matériel bien. Dans la région des collines également, ils ont prospecté et les dispositions sont en cours aujourd'hui pour l'accord de facilitation d'installer 2 unités de traitement de 50 000 tonnes de manioc. Et ça va booster la production. Ça va booster les opportunités de commercialisation de ce produit. Le maïs, comme deuxième spéculation importante, qui est rentrée dans l'alimentation de nous tous. Au jour d'aujourd'hui, la production de maïs couvre largement nos besoins, certes, mais nous avons de grosses ambitions de développer l'élevage. Et pour faire de l'élevage, il faut avoir de la matière première suffisante et locale pour produire l'aliment de bétail. D'où du maïs protéiné, du maïs dont les qualités alimentaires sont renforcées. Ces variétés existent chez nous. Mieux, le Bénin a abrité le centre d'excellence du maïs. C'est-à-dire que toutes les variétés de maïs de la région africaine ou Afrique de l'Ouest sont ramenées au Bénin et le Bénin a essayé de les multiplier, de les développer, de les comparer. Et tous les pays de notre sous-région devraient tirer de là les matériels propices à leur région. Ce qui est un avantage certain pour nous. Pourquoi? Lorsque nous tenons aussi compte des changements climatiques aujourd'hui, la carte variétale du maïs amène à dire dans telle région nous avons 2 régimes pluviométriques, il faut des maïs de cycle court. Mais l'autre, nous avons un cycle de 3-4 mois de pluie, il faut des maïs de 120 jours. Mais nous n'avons pas que ça tout le temps. Ce qui fait que nous avons encore la chance d'alterner avec des variétés à cycle court pour rester dans une approche résiliente par rapport au changement climatique. Les stratégies actuelles amènent la production domestique, dont les rendements sont autour de 1,5 tonne, 1,4 tonne, à aller absolument à 2 tonnes au moins pour les variétés à cycle court et à 3 tonnes pour les variétés à cycle long. Plus le cycle est long, plus le maïs donne. Et dans ces conditions, nous resterons un réel grenier pour le Sahel qui a besoin aussi de notre production pour régler les questions de sécurité alimentaire. Les échanges, on doit pouvoir le faire. Et pour ça, on connaît les bassins de production du maïs. Des formules d'engrais appropriées ont été identifiées pour le maïs, mises en place et traitées. Des mécanismes de facilitation d'accès au crédit semences, au crédit engrais sont mis en place aujourd'hui. Et je vous en prie, regardez le prix de maïs sur le marché. C'est soutenable par le panier de la ménagère. Ça montre la disponibilité. Et pour gérer cette disponibilité sur le temps, des infrastructures de stockage ont été construites. Nous avons réceptionné, avec le financement de l'EMOA, 24 magasins de capacité 1000, 2000, 3000 et 4000 tonnes dans nos régions. De Dangbo jusqu'à Malanville, vous trouverez ces magasins qui sont mis pour gérer les stocks de vivriers et permettre de capter le surplus en période d'abondance, les stocker et les déverser sur le marché progressivement dans les périodes de pénurie. C'est la stratégie de sécurité alimentaire. Si je dois vous parler du riz. Parce que l'autre spéculation qui bat de l'aile, j'allais dire, dans notre pays, c'est vrai qu'on a de vastes espaces pour le cultiver, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut, ce qu'on doit voir. Exactement le contraire que vous devez pouvoir dire. Dans un passé récent, nous étions à peine à 58 000 tonnes de production de riz. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 250 000 tonnes de production de riz. Pour le riz qui arrive de l'étranger, concurrence? C'est tout normal. Le riz qui vient de l'étranger, sur chaque hectare, la production, on fait 2 productions de riz et une production de blé ou d'orge. Sur chaque hectare. Et ils sont à des niveaux de 7 tonnes, 8 tonnes par saison, par
culture. Donc 2 fois 7, 14, plus 6 tonnes de blé, ça fait 20 tonnes de produits par hectare et par an. Quand vous faites le ratio par tonne, le prix doit être bas. Mais ici, chez nous, dans le meilleur des cas, nous ferons une production de riz et une production de légumes. C'est sur les périmètres aménagés aujourd'hui que nous arrivons à faire 2 productions de riz à 4-5 tonnes à l'hectare, 10 tonnes maximum pour l'année, contre 20 tonnes là-bas. Ne demandez pas à bon Dieu ce qu'il ne peut pas vous donner. Ça, c'est un. De deux, les États souverainement ont pris l'engagement d'accompagner le secteur industriel et de faire une production marchande aux normes. Ils ont détaxé certaines de choses. Le riz arrive ici peut-être à 150 francs le kilo sur le bateau. Mais ici, au Bénin, de 58-60 000 tonnes, nous sommes déjà passés à 250 000 tonnes. Et la progression avec laquelle nous évoluons nous amènera tout de suite à 300-400 000 tonnes de paddy. Et décortiquer à 65%, nous aurons de quoi couvrir d'abord les besoins domestiques. Mais pour que ce besoin soit couvert par une production domestique, nous avons non seulement besoin de produire beaucoup, nous avons besoin de transformer et que cette transformation reste aux normes. Il s'agit non seulement d'avoir des unités de décortiquage, mais des matériels de triage optique qui permettent de sortir les points noirs, les grains et autres là de riz. Parce que, tenez-vous tranquille, c'est pratiquement les mêmes variétés que nous cultivons dans tous les écosystèmes. S'il est pluvial, s'il est irrigué ou non. Que ce soit ici ou en Inde. Le reste, c'est la technologie. Et par rapport à cette technologie, l'État a pris l'engagement souverain de contribuer à aménager les écosystèmes rizicultivables. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu les images récemment, j'étais passé, lancé des chantiers d'aménagement de milliers d'hectares. Dans la vallée de l'Ouémé, le Payavo est en train de nous aménager au moins 1112 hectares. Et sur ces parcelles aménagées avec maîtrise totale de l'eau, nous passerons de 3 tonnes, 3 tonnes à 6 tonnes au moins de riz par saison. Et nous pouvons faire 2 saisons. D'autres programmes aident aussi à aménager des périmètres. Et quand vous allez à Malanville, nous avons le premier grand périmètre de 700 hectares avec maîtrise totale de l'eau. Et un deuxième périmètre maintenant, comment on appelle, réhabilité de 400 hectares avec maîtrise totale de l'eau par bloc de 50 hectares. À quel niveau? Au périmètre de Malanville. Malanville, ok. Voilà. Monsieur le ministre, on avait fait l'expérience du riz Nerica qui peut être produit, pas nécessairement dans les écosystèmes, mais partout. Alors, l'expérience là a abouti à quoi? Cette expérience a abouti à ce qu'aujourd'hui, dans nos régions, on produit du riz pluvial. Le problème, c'est la qualité du traitement. Et dans ce Nerica, vous avez les Nerica qui peuvent aller en situation irriguée comme en situation pluviale. Tout le reste, c'est l'accompagnement en intrants, en facteurs de production, et puis la collecte et le traitement du paddy. Vous voyez le riz, la production de riz, c'est délicat. Vous avez des riz à grains longs et d'autres à grains courts. Si nous n'arrivons pas à cerner les périmètres pour homogénéiser le matériel de plantation, les cultivars qu'on y met, quand vous ramassez le riz, grains longs, grains courts que vous amenez à l'usine, vous faites des cases parce que vous ne pouvez pas régler les tamis en conséquence. C'est pour cela qu'on fait un effort sérieux de spécialiser certaines zones à des types de matériel qui soient compatibles avec les unités de transformation qui y sont. Voilà un peu l'approche que nous avons. On a en place un dispositif de production de semences dans chaque bassin où les paysans qui ont les technologies les plus avancées portent la charge de produire la semence et de distribuer aux autres paysans. Et cela, aujourd'hui, marche. Je ne veux pas terminer sans dire un effort qui est fait avec les organisations professionnelles agricoles qui ont mis en place des unités de traitement comme les ESOP dans la vallée. Et ce modèle qui concilie
les producteurs à l'unité de transformation par des contrats est un modèle à développer. Et au jour d'aujourd'hui, dans la zone septentrionale, nous sommes en train d'accompagner l'installation de ces modèles d'agribusiness entre unités de transformation et producteurs qui peut, eux, capter les intrants, les distribuer aux producteurs, recevoir le paddy comme on appelle au niveau de paiement, traiter et prendre l'autre surplus maintenant et les traiter. Alors, monsieur le ministre, il y a quand même plusieurs années que nous chantons cette même chanson. On a dit la vallée de Lomé, c'est la deuxième la plus riche au monde. Les différents régimes se sont succédés, mais apparemment, rien n'est fait pour donner de la valeur à cet espace que la nature nous a fait. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? Je vous demande d'ouvrir les yeux. Et peut-être, c'est parce que vous utilisez une approche journalistique que vous me provoquez sur la question. Pas du tout, c'est ce que nous constatons. La vallée de Lomé est aujourd'hui pris d'assaut. Il travaille 2 à 3 programmes. Le plus vaste financé par la BAD, c'est le Payavo, à plus de 35 milliards. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui? Je disais tantôt qu'on aménage déjà, et les travaux sont en cours, d'autres chantiers sont terminés, 1112 hectares en maîtrise totale d'eau. Puis, d'autres parcelles en maîtrise partielle de l'eau. Pour cultiver le riz, pour cultiver, comment on appelle, pour faire du maraîchage. Nous avons construit déjà des ponts-digues pour assurer la traversée. Ouais. Nous avons assuré plus de 240 km de pistes dans la vallée. Il faut désenclaver la vallée, c'est la première des choses. Et les gens, ils produisent, ils peuvent sortir facilement les productions. Que ce soit l'élevage, que ce soit le maraîchage, que ce soit le maïs, que ce soit le piment, c'est ça, et on en fait là aujourd'hui. Les gens arrivent déjà à faire plusieurs cycles de production. Mais tenez, un programme plus important de le développement de la basse et moyenne vallée de Lomé est enchanté aujourd'hui pour mettre à échelle ce que nous avons déjà fait à travers le Payavo. Des infrastructures de franchissement seront construites, ils sont en train d'être construits, des chantiers sont déjà libérés. Et de ce fait, nous arriverons sur les 83 000 hectares disponibles à aménager au moins 20 000, 30 000 hectares d'ici 2 ans. C'est en cours. Ça permettra franchement de décupler la capacité de production au niveau de cette moyenne et basse vallée et de sécuriser ceux qui y sont. Et l'approche que nous utilisons aussi, c'est l'entrepreneuriat agricole. Dans cette moyenne et basse vallée aujourd'hui, 6 000 jeunes sont en train d'être impactés pour s'installer vraiment dans l'agriculture et démontrer que la terre ne ment pas. La vallée de Lomé est au cœur du développement et de la relance de notre économie et de notre agriculture. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez dit que la terre ne ment pas, mais elle est sujette à une situation aujourd'hui, c'est le changement climatique. Est-ce que l'agriculture, vous prenez en compte cet indicateur qui quand même a d'influence sur notre agriculture? On va demander au ministre si aujourd'hui il a un besoin de changer la carte agricole. Bien entendu. Nous savons très bien, même en regardant les relevés pluviométriques sur plusieurs années, on voit les cycles d'apparition de grandes inondations et on voit aussi les cycles d'apparition de sécheresses prononcées. Mais de plus en plus, nous sommes sujets à cette variation du climat. Il y a des stratégies idoines qui sont développées, qui se développent. En l'occurrence, l'identification des variétés qui s'adaptent à ces changements-là. Je venais de vous dire tantôt que même dans la zone où nous avons du matériel de 4 mois de végétation, on les met en même temps ceux de 3 mois, de 3 mois et demi, de 2 mois et demi, au cas où on n'arriverait pas à très vite installer et que ça peut avoir une coupure, on peut stabiliser. La deuxième chose,
le riz que nous produisons, il y a des variétés qui s'adaptent à des inondations inattendues. Même si le riz est une plante qui s'adapte à l'eau, si ça dure trop longtemps, ça tue le riz. Mais il y a des variétés qui sont adaptées à ces inondations. Ces variétés également aussi sont généralisées, sont développées dans les zones susceptibles d'inondations. Mais le problème sérieux, c'est que nous savons ce qui peut nous arriver. Parce qu'on peut avoir trop d'eau et puis moins d'eau. Regardez la vallée du Niger. Nous savons tout ce qu'il faut faire. Il faut endiguer. Il faut construire une grande digue sur près de 25 km. C'est beaucoup de ressources. En attendant d'y arriver, on utilise les solutions palliatives pour pouvoir gérer et on réalise des économies pour régler une fois pour toutes. Lorsque nous aurons fait cette digue-là, que le Niger est monté de 80 cm, 90 cm, nous n'aurons pas de retombées négatives ici. Cela est connu, mais c'est des investissements très lourds pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas s'aventurer facilement. Donc par rapport au changement climatique, il y a bel et bien des adaptations. Il y a des comportements agricoles que nous avons pour avoir une meilleure couverture du sol, limiter l'érosion hydrique, limiter l'érosion éolienne et assurer une meilleure couverture pour pouvoir maîtriser l'eau au niveau du sol afin que les plants puissent en bénéficier. Il y a les techniques, comment on appelle, vertueuses, je vais dire, les bonnes pratiques agricoles que nous essayons de diminuer pour pouvoir arriver. La façon même de procéder à l'entretien, au labour et autres là, sont aussi des approches technologiques qui nous permettent vraiment d'arriver à gérer l'eau dans le sol qui doit permettre à la plante de tirer l'essentiel des éléments nutritifs afin de produire le rendement que nous voulons. Si nous restons dans la tendance du changement climatique, c'est que nous allons passer pratiquement au règne des espèces. Nous avons eu, il y a 2 ans, les chenilles qui ont envahi nos champs et autres. Est-ce qu'il y a une parade qui est mise en œuvre aujourd'hui contre ces prédateurs-là? Ça devient cyclique. Vous savez, quand vous parlez de cette affaire, j'ai la chair de poule, tout simplement parce que, toute modestie gardée, on a un président qui est au fait des choses. J'étais au B2A. Le chef de l'État m'appelle pour dire, monsieur, est-ce que vous savez que dans le mai, là, les champs sont envahis de chenilles? J'ai une légionnaire, je dis, ah, monsieur le président, j'ai eu l'information avant-hier, laissez-moi venir, on a été. J'ai demandé rapidement, on a eu l'information, et ils nous disent, venez me voir tout de suite au palais. Avec les gens de l'agriculture, le ministre, tout ça, nous sommes venus, ils disent, bon voilà, qu'est-ce que vous faites? Très rapidement, et séance tenante, nous avons décidé de ce qu'il faut faire. Pour dire, c'est un fléau, pas au Bénin, dans la région, mais lorsque c'est apparu, l'information est passée très rapidement. Donc il y a un dispositif d'alerte. Les maires, les producteurs sont au courant et chacun utilise le canal le plus rapide pour pouvoir faire passer l'information. C'est passé au chef de l'État. Nous là, on fait quoi encore? Il n'y a rien à faire. Tout le monde s'est mis dans le jeu. Et on a identifié la réponse idoine qu'il faut pour cet acte. La première des choses, c'est d'identifier les pesticides qui doivent pouvoir les traiter. Trouver les appareils de traitement. Monter une brigade. Ce que nous avons fait. 50 appareils rapidement été livrés en l'espace d'une nuit. Nous avons eu les produits phytosanitaires. Nous avons circonscrit la zone au niveau de Dangbo pour faire le traitement. Et à partir de cet instant-là, il y a eu un encadrement systématique de ces bassins, une formation à reconnaître le début de l'apparition des chenilles et une brigade d'intervention rapide qui est là en place pour aller à l'assaut de ce fléau. Lorsque c'est apparu au niveau de Nati Tengou, on a eu la même réaction, la même réponse en l'espace de 24 heures. Je loue la bravoure de ces jeunes gens, hommes et femmes, qui nous ont aidés à continuer cela. Mais à côté, il y a des études, il y a des travaux de recherche pour avoir une approche régionale de gestion de ce fléau, mais chaque pays se bat pour ne pas être la victime expiatoire de chenilles. Alors, monsieur le ministre, votre département, c'est 3 grands secteurs, l'agriculture, la pêche, l'élevage. La pêche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer non seulement la productivité, mais la production de nos cours d'eau, de nos plans d'eau, j'allais dire? Très bien. En matière de pêche,
et de pisciculture. Parce que la pêche, c'est quoi? C'est la cueillette. Et la pisciculture, l'aquaculture, c'est la production. Ce que nous captons comme produit de pêche au jour d'aujourd'hui, en 2017, c'est 63 000 tonnes, dont 8 200 tonnes de thon captées ici sur nos côtes, traitées au Ghana et exportées. Il reste 55 000 tonnes disponibles pour nous. Et dans ces 55 000 tonnes, c'est à peu près 3 000 tonnes de pêche continentale, donc de production continentale. Est-ce que ça couvre nos besoins? Et le reste en pêche maritime. Nos besoins, c'est 75 à 80, non, c'est 120 000 tonnes. Donc, pour couvrir ces besoins, nous sommes obligés d'importer près de 75 000 tonnes de poissons. Comment combler ce gap? Ce gap, nous pouvons le combler progressivement. En améliorant la surveillance au niveau de notre façade maritime pour davantage capter ce qu'on peut capter et amener les pêcheurs marins à produire davantage de 40 000 tonnes, 45 000 tonnes, ils peuvent faire mieux. Mais ce qui est plus rassurant, plus sûr, c'est la culture du poisson, l'aquaculture. Et pour ça, l'État béninois a eu un partenariat fécond avec le Japon qui a aidé à former 3500 pisciculteurs, aquaculteurs à travers un programme qu'on appelle PROVAC. La deuxième phase de PROVAC est à cours aujourd'hui pour aider à renforcer les capacités de production de ces paysans. Non seulement en technique, en technologie de production, de transformation, mais en matériel, en équipement. Mais les Japonais ne savent pas équiper. Nous avons mis en place maintenant un programme national de développement de l'aquaculture pour mieux identifier ces personnes qui sont dans l'activité et les accompagner dans les besoins. Les besoins, c'est quoi? C'est l'infrastructure d'élevage du poisson. Oui. Ça peut être un bassin, ça peut être un étang, ça peut être des bacs, ça peut être des bâches dans lesquelles on peut produire hors sol. Et vous aussi, monsieur le journaliste, je vous invite à avoir juste les bacs de 1 mètre cube là, au bord de la route. On ouvre, on met une centaine de clarias là-dedans, ou bien une vingtaine de tilapia, et vous donnez à manger. Au bout de 4 mois, vous avez du poisson Je veux le dispositif. de 400 grammes. Bref. Le dispositif, je le veux. Ce sur quoi nous travaillons, c'est les alevins, la qualité des alevins. Il y a des entreprises locales qui produisent des alevins. Les projets et programmes aident à renforcer la capacité de ces entrepreneurs et à mettre à disposition des alevins. C'est comme le PROCAD qui cette année met à disposition 10 millions d'alevins, dont 6 millions de tilapia et 4 millions de clarias. D'autres programmes aussi le font. À côté des alevins, il y a l'aliment extrudé du poisson, qui est un facteur limitant. L'alimentation que nous donnons aux poissons doit être flottant. Quand vous mettez dans l'eau, il faut que l'aliment reste en surface de l'eau pour que les poissons captent. Lorsque ça plonge, vous perdez. Et là, on l'importe. Aujourd'hui, on met en place un dispositif, connaissant les formules, d'utiliser nos matières premières aussi pour fabriquer des aliments flottants. Mais il faut faciliter cette approche. Puis en fait, les technologies maintenant de capture et les traitements post-capture avec des caisses isothermes, de la fabrication de glace et autres pour pouvoir le faire. Mais dans quel écosystème nous travaillons en matière d'aquaculture? C'est sur le plan d'eau. Quel est leur état de santé aujourd'hui? Le chef d'État, soucieux de cette préoccupation, a mis en place une commission qui a travaillé sur la réhabilitation de nos plans d'eau, l'assainissement et la réhabilitation de nos plans d'eau. L'image est poignante. Lorsque vous prenez le lac Nokwe ou la lagune de Cotonou, vous voyez des habitats indésirés. Des gens font de la teinture, ils versent l'eau dedans.
Des gens ont colonisé. On a mis des acadias un peu partout. On a mis des engins prohibés, des engins qui ne On ne peut plus circuler sur le lac Aimé, par Il exemple. est Le lac très Nokoué, c'est pareil. difficile de circuler, de naviguer sur ces lacs-là. Il y a aussi les déchets qui y vont. Je vous le dis. Mais depuis 2 ans que vous êtes là, rien n'est fait apparemment. Mon âme, je vous le dis. Et il faut y croire maintenant. Ne soyez pas incrédule, mon ami. Mais c'est là, le constat est là, monsieur le ministre. Le constat est là que Oui. nous sommes vraiment en train de faire cet assainissement avec le ministère du cadre de vie, le ministère de l'Intérieur, le ministère... Regardez, au niveau de la lagune de Cotonou, Le lac Nokoué. ça a été dégagé. Depuis l'ancien pont, vous regardez jusqu'à la mer. Et à partir de cet instant, on peut mieux aménager cet espace. Nous avons mis en place une unité spéciale pour dégager les engins prohibés, les babaloulou, les mélopokonou, pour les faire sortir et permettre à ce que les poissons, les petits poissons de la mer puissent venir en eau douce, même venir faire les pontes et retourner. C'est lorsque ce chenal-là est dégagé que les crevettes peuvent circuler et aller grossir au niveau de nos plans d'eau pour que nous puissions les capter. Justement, monsieur le ministre, parlant des crevettes, quelques années en arrière, notre pays exportait cette spéculation. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Que faire pour relancer? C'est beaucoup de la devise pour notre économie. C'est beaucoup de devises et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous devons assainir nos plans d'eau. Les conditions d'élevage de poissons ne rassurent pas nous, Béninois, encore moins les Européens pour sa consommation. Il faut dégager les colonnas, il faut dégager les habitats prohibés, il faut changer de comportement par rapport à la gestion de ces plans d'eau-là et ouvrir le chenal ici et la bouche du roi au niveau de Grand Popo pour permettre vraiment... Mais pendant longtemps, l'Union européenne nous a envoyé cette alerte-là. L'Union européenne et nous avons fait l'autosuspension pour mieux nous organiser. L'Union européenne nous a accompagnés à mettre en place des bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert. Aujourd'hui, que nous ne devons, l'État est un mauvais commerçant, nous devons pouvoir transformer à un secteur privé actif et productif pour pouvoir gérer cet environnement et capter le produit, le gérer de façon saine. Il y avait Christabel qui était obligé de fermer. Il a été obligé de fermer parce que nous ne pouvons plus exporter le produit. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque nous assurons l'assainissement auquel nous aspirons et que nous sommes en train de faire aujourd'hui, maintenant, nous aurons de nouvelles conditions et un contrôle de DG Sanko. Est-ce que le ministre peut nous dire que dans quelques mois, on peut commencer par exporter crevettes, produits de pêchés au Bénin? Nos plans d'eau aujourd'hui, tels que colonisés, nous devons pouvoir progressivement, on a fait une sensibilisation pour que ceux qui ont mis les acadias après la récolte ne les mettent plus. Nous avons pris un décret récemment pour interdire le transport de branchage vers les plans d'eau. Pendant un temps, nous n'aurons plus d'acadias sur les plans d'eau. Nous allons mettre en place maintenant le plan d'aménagement pour avoir les parcours pour le transport et réinstaller progressivement ces infrastructures d'élevage de poissons ou de crevettes là sur les plans d'eau, mais de façon raisonnée. Parce que sans les acadias, le lac Nokoué meurt. Hein? Oui, sans les acadias, le lac Nokoué meurt, mais avec les acadias mal installés, le lac Nokoué aussi meurt. Il faut, dans toutes ces questions-là, de la raison. Ce que nous mettons en place dans un an donnera absolument la réponse. La réponse pour que, premièrement, les plans d'eau soient assainis et que les crevettes puissent bouger de la mer vers l'eau, venir se multiplier, grossir et être captées. Captées et traitées aux normes. Mieux, il y a des unités, je ne vais pas citer de nom, qui commencent déjà à pas s'installer en essayant d'attendre ce beau jour-là, qui est très proche, en vue de faire le traitement. C'est les mêmes qui étaient dedans à côté de Christamel, je ne cite pas un nom, qui se mettent déjà en place pour pouvoir attendre la capture de ces premiers
premières crevettes et reprendre la place que le Bénin avait sur le marché européen. Mais à l'échelle nationale, nous avons quand même une production domestique qui n'est pas négligeable, qui couvre quand même nos besoins. Monsieur le ministre, on a parlé de la pêche, on va parler maintenant de l'élevage. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce domaine-là pour que le besoin soit couvert, le besoin des Béninois soit couvert entièrement? Le sous-secteur élevage est un sous-secteur d'avenir. La diversification agricole nous oblige à non seulement démultiplier les produits vivriers, mais associer l'agriculture à l'élevage pour mieux gérer les résidus de récolte et pour avoir les sous-produits de l'élevage pour fertiliser nos cultures. C'est d'abord un premier besoin. Le deuxième, c'est que nous avons besoin de la protéine animale sous forme de viande, sous forme de lait, sous forme d'œufs. Ces besoins sont autour de 120 000 tonnes l'an. Et nous couvrons à peine en matière de viande 30%, 40% de ces besoins. Nous n'avons pas la culture de déstocker aussi nos élevages, de déstocker nos troupeaux. Nous avons fait aussi de l'élevage de contemplation. C'est à ce niveau que des accompagnements sont faits dans les exploitations d'élevage pour une gestion économique de l'élevage. Mais pour arriver très rapidement à couvrir les besoins en viande pour notre pays, nous avons décidé de travailler sur les élevages à cycle court prioritairement, la volaille. Et à ce niveau, le constat est clair. Les pertes que nous avons de poussins, de dindonneaux, de pentados et autres sont de l'ordre de 60%. Si simplement nous travaillons à vacciner, à assurer l'alimentation de ce sous-secteur, et que nous arrivons à couvrir à 40-60% les poussins et autres que nous avons, nous pouvons rapidement doubler le niveau de production de viande que nous avons. Si nous venons au niveau des petits ruminants, je parle d'ovins, de caprins. Ouais. La stratégie aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des noyaux au niveau de certains éleveurs de 4 chèvres et d'un bouc correct, d'un mouton et de 3 à 4 brebis pour multiplier. Et ça, le programme national d'élevage a eu à mettre en place plus de 200 noyaux. Et qui en 6 mois commence par produire. Et c'est ça qui a renforcé la disponibilité en mouton chez nous pour la fête de Tabaski cette année. Et vous verrez les prochaines fêtes, comment est-ce que nous allons couvrir les besoins avec une production nationale. Si je parle de ces spéculations à cycle court, c'est parce que logiquement, c'est plus facile de les déstocker pour l'alimentation de l'enfant et de la famille que le gros bétail. Okay. Sur le gros bétail, et qui se déroule dans les bassins de Gorgounou, de Kandi, de Baninkwara, il y a des travaux très avancés que nous avons eu à faire sur l'insémination artificielle. Notre pays a mis en place aujourd'hui un laboratoire approprié d'insémination. Et les tests que nous avons faits cette première année sur 1 millier de sujets a donné 80% de réussite. Les spécialistes les plus chevronnés ont montré que nous avons été disciplinés. Oui, ce n'est pas rien. Nous avons mis de la pédagogie. Nous avons utilisé l'approche qui a permis de conscientiser les éleveurs dans lesquels nous voulons faire ces expérimentations. Et les gens ont suivi les itinéraires techniques de bout en bout. Et nous avons ce résultat. Nous devons l'améliorer l'année prochaine et avoir à traiter, je dirais, 4 000, 5 000 sujets. Qu'est-ce que ça donne en réalité? Si à la naissance, vous avez des velles, au bout de 2 ans, ça grandit et ça commence pas à aller à la monte.
vous passez de 2 litres jour à 6 litres au moins, dans les conditions de notre élevage. Si c'est un mâle que vous obtenez, le taux de croix en un an double par rapport à ce que nous avons. De sorte que, en 2 ans, le taurillon que vous avez peut déjà avoir 400-500 kilos. Okay. Ce que nous avons lorsque nous avons des taureaux de 4 ans, 5 ans d'âge. C'est beaucoup pour développer cet élevage-là. Et au niveau de l'élevage, le travail que nous faisons, c'est la gestion du pâturage. Justement, à ce niveau, j'allais vous demander, quel est bien peut-on faire de cette campagne de transhumance de cette année avec de nombreux dégâts? Il y a aussi des pertes en vue humaine. On a l'impression que les réformes au niveau de la transhumance n'ont pas porté. Oui, ça a porté. C'est vrai que les dégâts sont toujours là, on tue toujours des gens, on tue des bêtes. Un instant. C'est vrai que nous ne nous attendions pas à une réaction pareille parce que lorsque nous avons limité la transhumance à la latitude de Dassa, les éleveurs étrangers qui convoitaient toujours la zone méridionale ont mis beaucoup de pression là-dessus. Nous tous, nous avons appris la leçon. Et la campagne à venir, et on mettait dans le même dispositif, nous nous réveillons plus tôt pour prendre les dispositions idoines afin d'éviter les infiltrations. Et c'est quoi alors ces dispositions? Les Béninois eux-mêmes ont consenti que des troupeaux étrangers viennent coloniser les leurs qui sont ici en vue de couvrir l'espace. Mieux, la libre circulation qui était la nôtre depuis des temps a été compromis. Les dispositions, c'est quoi? Nous avons mis en place le carnet de l'éleveur qui retrace les portes d'entrée, l'effectif que vous avez, la possibilité de faire les traitements, les vaccinations qu'il faut et de suivre votre parcours. 2, nous avons eu à baliser les parcours des troupeaux. Nous les avons alimentés en infrastructure de stockage. Nous avons construit 40 magasins équipés d'aliments de bétail, de sorte que dans le couloir de transhumance là, les bergers étrangers peuvent trouver l'aliment à un prix réduit pour donner à leur troupeau et éviter d'aller faire des dégâts. Nous avons mis en place 40 points d'eau, 7 barrages curés. Je dis bien 7 barrages curés. C'est un effort important que nous avons eu à faire au niveau national pour régler la chose. Mais la discipline collective, les comités villageois, les comités de communes qui devraient gérer donc cette transhumance-là ont failli. Chacun a voulu percevoir un peu d'impôts ici, quelques tasses sur le chasseur, et puis ça a été un petit désordre. Okay. Le ministère de l'Intérieur en est conscient, le ministère de la Défense également, et de l'Agriculture. Dans un avenir, dans quelques jours, nous allons faire le bilan général de la transhumance, tirer les leçons, et responsabiliser davantage les acteurs. L'Union des producteurs concernés par la question d'élevage, udopère, anopère et autres, pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais nous sommes aussi dans une communauté régionale qui parle aussi de cette transhumance et qui a mis en place un certain nombre de mécanismes de surveillance et d'appui à la transhumance. Nous étions à une rencontre la fois passée, nous avons montré qu'il y a des ressources mises en place pour accompagner la transhumance au Sahel. Ouais. Mais les Sahéliens savent très bien qu'ils doivent venir vers les pays côtiers et on n'affecte pas de ces ressources aussi au niveau des pays côtiers pour mieux améliorer le pâturage sur lequel les gens vont venir. Il y a un problème. Et là, je crois que les gens ont pris conscience. Okay. Nous allons, à partir de ces instants aussi, capter de nouvelles ressources pour mieux adresser la question du pâturage. Mais j'en venais pour dire ceci. Allez-y, au niveau national, oui, nous sommes en train aussi d'améliorer le pâturage et d'amener les producteurs à produire du fourrage et à les vendre. C'est une nouvelle filière qui est en création. D'accord. Et vous verrez dans un an, 2, ce que ça va redonner aux paysans pour que notre herbe soit réellement valorisée. Okay.
et qu'on puisse, au lieu de laisser ça à l'incendie, au feu de brousse, on capte rapidement, on le transforme, on met dans le package qu'il faut pour pouvoir fournir ça à l'élevage et sédentariser progressivement nos élevages. Alors, Monsieur le ministre, on est en train de passer ensemble 90 minutes par rapport à tout le secteur, le département agriculture, élevage et pêche. Vous avez certainement des mots à l'endroit, non seulement de nos paysans, de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, de nos éleveurs, pour les apaiser, pour que, les dire, certainement que l'année à venir, que ça ira de mieux en mieux. Non, je dirais aussi qu'il y a un certain nombre de mesures transversales et des trains de mesures sur lesquels il est quand même nécessaire de porter l'accent. La première chose, lorsque nous voulons préparer les champs, nous avons de réelles difficultés aujourd'hui. Les équipements mécanisés que nous avons ne tiennent pas très bien la route. C'est les Nigérians, les Ghanéens qui viennent faire les labos comme ils veulent. Au jour d'aujourd'hui, nous avons formé déjà 200 tractoristes. Nous en formerons davantage. Et nous avons lancé une compétition au niveau de nos communes pour que des entreprises de prestation de services mécanisés se mettent en place pour bénéficier des facilités de l'État. Lesquelles 100 tracteurs, 100 kits de tracteurs Mahindra sont montés aujourd'hui et vont être livrés à un coût réduit. Cela se passait à 15 500 000. L'État décide de le vendre maintenant à 8 500 000 avec des conditions de remboursement assez allégées. Okay. Ça permettra à ces entreprises communales de travailler rapidement et d'aider les paysans à mieux préparer la terre pour mettre en place de façon plus rassurée leur fécondation. La deuxième chose, vous avez parlé beaucoup de coton, on a parlé de cajou et autres là, mais il y a le palmier à huile par exemple. Et l'un des engrais spécifiques pour le palmier à huile, c'est le KCl. Nous avons encore un stock de 2 ans, 3 ans qui n'est pas détérioré, mais que l'État a décidé de vendre à un prix plus bas de 6 000 francs le sac contre 12 000 à 13 000 francs qu'on fait aujourd'hui. C'est une subvention, enfin c'est un soutien producteur. Un soutien important pour les producteurs. Dans la zone de plantation d'ananas ou des agrumes, on a besoin entre autres d'un engrais vendu à prix réduit au jour d'aujourd'hui. Donc ce sont les mesures d'accompagnement. C'est ces mesures d'accompagnement. Et de plus, nous avons aussi un accompagnement technique plus avisé. Les cadres sont ciblés, triés, pour adresser maintenant des filières importantes. Okay. Nous n'avons plus d'agronomes, d'encadreurs qui sachent tout faire, qui parlent de tout. Okay. Si vous êtes pour l'élevage, vous parlez de l'élevage avec les organisations de producteurs. Si vous êtes pour la production végétale, vous parlez de l'agriculture. Si vous êtes pour l'aquaculture, vous parlez de ça. Si vous êtes pour l'économie de l'exploitation, vous parlez pour aider les producteurs maintenant à une gestion plus rationnelle de l'effort qu'ils fournissent. Ce qui est encouragé et ce qui est encourageant, allez-y rapidement parce que le temps est fini. C'est que les interprofessions agricoles aujourd'hui sont formées et jouent pleinement leur rôle et servent de lobby pour les membres. L'État accorde les facilités qu'il faut sur l'entrée des facteurs de production pour les intrants, pour l'industrie agroalimentaire et à réduire suffisamment les taxes à l'exploitation de produits transformés chez nous. J'appelle de tous mes voeux que Béninoises et Béninois, nous apprenons à consommer local. Nous ayons confiance à notre capacité de production et à la qualité de ce que nous produisons. Merci, Monsieur le ministre. Alors, ce sera tout pour cet entretien. 90 minutes pour faire le bilan des 2 ans de gestion des départements agriculture, élevage et pêche. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout abordé, mais on espère que vous avez quand même pu comprendre beaucoup de choses et que beaucoup reste à faire. À la prochaine.